D'accord, donc rien que pour vous, je vais vous faire une intro rapide et efficace sur qui est la FEF. Alors, je ne m'appelle pas Carole Casaban. Carole, c'est ma collègue qui gère toute la relation au sein de la FEF au niveau de la RHD. Et puis ce matin, elle s'est fait très très mal au genou. Elle est allée au SAMU, aux urgences. Donc dans le métro, elle m'a dit, voilà ma presse, débrouille-toi. Il y a quelques années à la FEF, je gérais, je dirais, la relation avec la RHD. Et puis je suis plutôt bien entouré, donc ça devrait bien se passer. Voilà. Donc moi, je m'appelle Olivier Collet. Et au sein de la FEF, je gère la relation avec l'ensemble des distributeurs, la grande distribution, les réseaux spécialisés, et également tout le circuit e-commerce. Voilà, j'anime tout simplement la relation. N'hésitez pas à prendre le téléphone portable de Carole ou même son mail. En quelques slides, vous expliquez que la FEF, ça fait 25 ans que cette association, ce club d'entrepreneurs existe. Il est composé à date de plus de 950 TPE, PME et ETI, des industriels qui, je dirais, commercialisent des produits alimentaires et également non alimentaires, bazar, textile, droguerie, parfumerie, hygiène. On a plutôt, je dirais, des PME, hein, à peu près 70% d'adhérents de PME. Et nos adhérents travaillent sur l'ensemble des circuits, aussi bien la grande distribution, là, au sens large, que le domaine de la restauration hors foyer ou hors domicile, ça dépend comment on s'exprime, et également des PME qui exportent dans plusieurs pays. Je l'ai dit, on a des adhérents qui travaillent tous circuits confondus et tout produit confondu. Voilà, principalement dans l'alimentaire, le bazar textile des PH, en gros, ça fait un petit 20%. Donc plutôt des industriels dans le domaine alimentaire. Ce que l'on peut citer, c'est notamment deux chiffres. C'est que les PME réalisent à date 52% de la croissance dans les réseaux hyper-super. Donc il y a une vraie volonté de ces distributeurs de pousser les marques de PME. Et les MDD sont fabriqués à plus de 67% également par des industriels de type PME. Donc il y a une vraie volonté de ces industriels, je dirais, de travailler au mieux avec l'ensemble de leur circuit et d'adhérer à la FEF pour qu'on les aide à rentrer en connexion avec des distributeurs divers et variés. Voilà. Dans la bio, on a plus de 510 adhérents qui font de la bio en marque conventionnelle ou en MDD. On doit être, je pense, la plus grande communauté d'industriels en France sur le domaine de la bio. Notre métier, c'est 3 mots pour résumer, c'est décryptage, professionnalisation et business. Décryptage de la stratégie des clients de nos adhérents, avec beaucoup d'événements, des revues de marché catégorielles, des petits déjeuners, des speed dating. Dans la partie, je dirais, business, on fait beaucoup de salons. Depuis 15 jours, on était chez Auchan, chez Intermarché avec Leclerc également. Et puis tout ce qui est professionnalisation, c'est tout ce qui est formation. On a énormément de formations. On anime, Carole, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, anime des formations sur la RHD. C'est comment monter en puissance et se mettre en mouvement par rapport au circuit de la RHD. C'est vrai que comprendre les réseaux, la restauration commerciale, la restauration collective, enfin bon, c'est pas forcément évident. Quand on est un petit peu novice et qu'on fabrique des bons produits, on se dit mais voilà, je vais rencontrer qui, Elior, Compass, Sodexo, voilà, qui fait quoi, qui a besoin de mes produits, c'est pas simple. Voilà, donc l'idée, c'est que la FEF vraiment vous aide à décrypter et vous faire gagner du temps dans la relation avec vos clients. Voilà, les bénéfices enseignent, c'est qu'on leur propose également des viviers de sourcing et on aménage également la relation commerciale dans le cadre d'accords que l'on signe au jour d'aujourd'hui avec toute la grande distribution alimentaire, mais demain, pourquoi pas, avec Sodexo, voilà, signer un contrat de relation intelligente entre les deux parties sur différentes thématiques. Voilà, nos partenariats, ça fait 25 ans qu'on est plutôt orienté grande distribution, mais on a vraiment élargi le spectre dans le domaine des enseignes spécialisées, alimentaires et non alimentaires, et notamment bio, et également dans le domaine du e-commerce avec des très belles enseignes comme Amazon ou Cdiscount, ou des plus petits faiseurs comme La Fourche et Aurore Market, tout aussi respectables dans la bio, des petits jeunes qui ont monté des sites et il y a vraiment du business à faire. Et lorsqu'on a la chance de démarrer avec des pure players, notamment comme ces deux sociétés, ça peut être gage de pérennité dans la relation commerciale. La RHD, donc le domaine de Carole, voilà des exemples de partenaires que l'on a pu rencontrer dans le cadre de nos relations, aussi bien en faisant Carole anime une convention RHD chaque année. Elle invite un maximum de partenaires pour
ce que l'on appelle faire une plénière, expliquer sa stratégie, comme on va le faire aujourd'hui avec Sodexo, mais également faire derrière des speed meetings. En gros, on comprend comment ça fonctionne et puis derrière, on essaie de conclure dans le cadre d'un rendez-vous rapide. Voilà, donc restauration commerciale, collectif des grossistes, tout le monde est là. Donc là, on a le plaisir d'accueillir Florent Moulis et Jean-Philippe Thévenet qui vont se présenter. Je vais leur laisser la parole. Juste pour info, demain matin à 11h, ce matin on était avec Benoît Souris de Carrefour, et demain à 11h, on aura différentes personnes, on aura des PME, on aura également Intermarché, sur tout ce qui est emballage et infoproduits, comment on peut mieux communiquer et mieux faire du business et de la compréhension ensemble. Voilà. La FEF, c'est tout simplement ça. C'est comprendre les attentes des distributeurs au sens large, et puis voir comment on peut mieux travailler avec eux, puis faire du business de longue durée. Je vous remercie. Je laisse la zapette à Florent. Le micro. C'est bon. Bonjour à tous, Jean-Philippe Thévenet. Merci Olivier de nous accueillir pour cette présentation. Donc moi je travaille pour le groupe Sodexo depuis 3 ans. Ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans les achats alimentaires. Et je travaillais notamment 8 ans dans le bio avant. Et j'ai en charge donc une équipe d'acheteurs au niveau national sur les catégories, sur des catégories alimentaires. Florent ? Oui. Alors, Florent Moulis, moi je suis chez Sodexo depuis 18 ans aux achats, avec différents postes. J'ai d'abord été acheteur de catégorie nationale sur les produits carnés et les légumes. Puis j'ai été, comme Jean-Philippe, directeur des achats alimentaires. Donc je pilotais effectivement des achats nationaux par catégorie. Et depuis 1 an, je me suis dirigé vers un poste de directeur des achats régionaux et approvisionnement. Une fonction un peu nouvelle chez nous, puisqu'on a des responsables de région qui s'occupaient un petit peu de la relation entre nos restaurants et les plateformes, la distribution, qui faisaient tout le service après-vente, les réclamations, la logistique. Et avec l'émergence, je dirais, des produits locaux, de l'ancrage territorial dans nos métiers de restauration collective, cette équipe-là se met à refaire de l'achat en région avec des partenaires locaux et régionaux, signer des partenariats. Et donc, je suis arrivé pour les accompagner dans cette mission-là. Alors juste pour représenter Sodexo, Sodexo c'est une entreprise française qui est née à Marseille il y a plus de 50 ans, en 1966, par une famille créée par Pierre Bellon, qui est toujours le président d'honneur de cette entreprise. Et c'est sa famille qui aujourd'hui représente le capital principal. Donc c'est encore une société familiale qui est leader mondial des services de qualité de vie. Voilà, donc ça c'est très important de noter, alors que Sodexo est très connu sur le marché de la France pour son côté cantine, son côté restauration. Aujourd'hui, c'est vraiment un positionnement de service de qualité de vie, et il y a des pays aujourd'hui où Sodexo est présent où l'activité restauration est minoritaire. Voilà, donc c'est le premier employeur privé français dans le monde. Aujourd'hui, on est présent dans 64 pays, on a été jusqu'à 80. Voilà, on s'est progressivement désengagé de pays sur lesquels, notamment des pays d'Afrique ou du Moyen-Orient, sur lesquels l'éthique de business ne correspondait pas à notre image, où les relations étaient compliquées. On a fini l'année, nous, à fin août, à un peu moins de 20 milliards. Voilà, avant Covid, on était à 22, 23, on était sur une pente croissante. Donc, on a eu quand même un effet Covid assez important dans notre métier de restauration collective et de service. Voilà, 420 000 collaborateurs dans le monde. Voilà, on était à 460 000 il y a encore 3-4 ans. En France, notre présence aujourd'hui, c'est 35 000 collaborateurs sur le territoire, dans à peu près 7 000 sites clients. Voilà, on a à peu près 4 500 clients. Certains ont plusieurs sites. Donc, dans différents métiers, on a en fait 6 grands domaines. La restauration d'entreprise, la restauration scolaire, la restauration du médico-social, tout ce qui est EHPAD, maison de retraite, la restauration des hôpitaux cliniques, la restauration de tous les marchés de justice et de gouvernement. Donc c'est des prisons, c'est des sites aussi de restauration sur Paris, comme le siège de Ballard, comme le siège du tribunal de grande instance. Et une activité un peu plus atypique qui est de la restauration commerciale. C'est une nouvelle, c'était anciennement Sport et Loisirs, qui a été renommée Sodexo Live. C'est une filiale aujourd'hui qui est dans 3 domaines d'activité. Le sport,
où on gère des activités comme Roland-Garros, le Tour de France, plusieurs stades, pas mal d'événements sportifs. L'activité de séminaire, voilà une activité dont on a beaucoup de sites dans Paris, d'activités de séminaire comme Arrêt Métier ou autres, et un pôle tourisme avec dedans les bateaux parisiens qui nous appartiennent, le Lido, la Tour Eiffel, voilà, des concessions de ce style-là. Voilà, une activité, pour pas vous cacher, qui effectivement a beaucoup souffert de la crise, hein, puisque c'est une activité qui avait perdu 95% de son activité pendant la crise, qui redémarre doucement. Les centres de séminaires ont vraiment réouvert cet été, et là, ils font le plein jusqu'à Noël, ce qui est un signe qu'aujourd'hui, les entreprises veulent vraiment relancer l'activité aussi dans ces centres-là. Mais en termes de tourisme, on souffre encore, puisque c'est une activité qui était quand même assez axée sur du tourisme étranger, notamment en Île-de-France. Voilà, 2,5 millions de bénéficiaires par jour, et la France représente aujourd'hui 13% du chiffre d'affaires. Je vous disais que sans service de qualité, c'est qu'en fait aujourd'hui on a 3 activités principales. La première, c'est ce qu'on appelle service opéré sur site, c'est lorsqu'on intervient chez des clients. Voilà, c'est 98% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Et donc là, on a plus d'une centaine de métiers, dont la restauration est un de ces métiers-là. Voilà. Il est encore majoritaire, mais il y a des sites où on fait du multiservice, de la conciergerie, du courrier, enfin tout un tas de services. Et ensuite, on a 2 autres activités, avantages et récompenses. On est le numéro 2 des tickets restaurants avec des marques comme Tir Groupé. Et puis une activité de service aux particuliers, où là on a des crèches, avec Crèche Attitude Lively. On a aujourd'hui une entreprise Amélie qui fait des soins à domicile, voilà, et une activité de conciergerie avec Circle. Voilà, juste pour comment un service achat aujourd'hui en restauration collective est organisé, on est par pôle. Donc effectivement, on a un pôle achat alimentaire dont Jean-Philippe copilote là, avec des acheteurs par catégorie. On a 2 autres pôles, achat FM et achat SCS indirect. Voilà, c'est pour dire que effectivement l'alimentaire n'est pas que notre métier. Donc on a aujourd'hui 50% seulement des acheteurs qui sont sur l'alimentaire, 50% qui sont sur du service, de la prestation, du FM. Un pôle d'achat régionaux que nous avons mis en place l'année dernière. Et bien sûr, un pôle qualité et un pôle logistique. Comment, du coup, on nous organisons au niveau des achats ? En fait, on a une double expertise. À la fois une expertise, je vous disais, au national, avec beaucoup d'expertise mutualisée nationalement, des acheteurs qui sont par catégorie et qui, du coup, sont l'expert de cette catégorie-là. Un acheteur de boucherie, un acheteur de produits laitiers, un acheteur de fruits et légumes. Donc, c'est des experts qui, aujourd'hui, travaillent avec nos services marketing pour élaborer les plans de menu, définir les produits et travailler avec nos fournisseurs, nos industriels pour assurer la disponibilité des produits, qui assurent toutes les missions de cahier des charges, d'engagement et de respect des engagements du groupe. Et puis, on a une deuxième organisation que je pilote, qui sont des agences régionales. Voilà, c'est des acheteurs en région qui développent les partenariats avec tous nos fournisseurs, tous nos producteurs locaux, les labels régionaux, les marques régionales, voilà, qui adhèrent de plus en plus à des marques régionales, Saveurs Nord, Bretagne, l'Alsace. Et voilà, ils sont dans les régions, donc ça c'est important parce que du coup, ils peuvent discuter avec des fournisseurs régionaux, ils peuvent connaître les besoins régionaux et ils connaissent les terroirs, ils sont proches des producteurs et de tous les réseaux. Voilà. Cette équipe-là est aussi beaucoup plus proche des opérations aujourd'hui, puisqu'ils peuvent intervenir chez des clients et du coup, ils sont une remontée d'informations importante sur les tendances marché qui évoluent très vite pour les acheteurs nationaux. Alors juste effectivement, quelques rappels sur la loi issue des États généraux de l'alimentation de novembre 2018. Les décrets sont parus au mois d'avril 2019 et concernaient la restauration collective, notamment pour tous les établissements qui ont une mission de service public et qui donc accueillent comme par exemple les EHPAD, les pénitenciers, les écoles, les crèches, les hôpitaux. Alors quelques rappels clés. D'abord, au 1er novembre 2019, c'était la mise en place d'une expérimentation d'avoir un menu végétarien par semaine dans les écoles. Ensuite, au 1er janvier 2020, une série de mesures ont été prises, notamment par rapport à tous les emballages plastiques, avec la suppression
des pailles, des bâtonnets, des gobelets, excusez-moi, des gobelets vides. Ensuite, l'obligation aussi de mettre en place une communication aux convives, une fois par an, sur justement les résultats de ces achats responsables avec le pourcentage de produits durables et responsables achetés. Et également l'obligation pour les acteurs de mettre en place des mesures contre le gaspillage alimentaire. Cette année, depuis le 1er juillet de 2021, on a l'interdiction d'avoir les gobelets remplis, c'est-à-dire en gros, au 1er janvier 2020, vous aviez l'interdiction d'avoir des gobelets vides dans une salle de réunion. Depuis le 1er janvier 2021, on ne peut plus servir de gobelets d'eau plein auprès d'un convive. Et l'enjeu majeur, l'article 24, concerne l'obligation à partir au plus tard au 1er janvier 2022 d'avoir 50% du chiffre d'affaires hors taxe annuel des denrées achetées qui soit sous signe officiel de qualité. Donc là, je vous ai mis les principaux labels. Sous ces 50%, il y a 20% de produits bio ou en conversion bio et 30 autres % sur des labels nationaux, comme par exemple le label rouge, l'IGP, l'AOP ou HVE et RUP. Alors, on va passer. Donc, ce qu'on souhaitait partager aujourd'hui avec vous, c'est justement comment nous, on s'est préparé en tant qu'acteurs de la restauration collective pour répondre aux enjeux de la loi et permettre à nos clients de pouvoir être prêts au 1er janvier 2022. Alors, la première chose en 2019, ce que l'on a fait, donc je vous ai encore partagé, je vous ai mis quelques chiffres justement de 2019 parce que depuis 2 ans, nos chiffres ont été pas mal perturbés. Donc on a commencé par faire d'abord un état des lieux un peu du marché et de voir comment nous comment on se positionnait par rapport au marché et également d'avoir un état des lieux des filières agricoles. Alors quelques chiffres en 2019, c'était en RHD, c'était un marché de 640 millions d'euros. Je crois qu'en fin 2020, on n'est plus qu'à 505 millions, donc ça a énormément chuté. Mais néanmoins, jusqu'en 2019, dans les années pré-Covid, on était sur vraiment une tendance de forte croissance. En 2019, on était encore à plus 16%. Au niveau de la restauration collective, les produits bio, donc là, je vous ai fait un focus sur le bio. Les produits bio, c'était 4,5% de la valeur d'achat annuelle en restauration collective. Et au niveau des produits qui étaient le plus consommés en bio, en 1, on avait les produits laitiers, en 2, les produits d'épicerie, et en 3, les fruits et légumes frais. Alors comment Sodexo, on se situait, nous, dans ce paysage? On était également sur une très forte croissance, c'est-à-dire qu'en 2019, on a enregistré une croissance de nos achats bio de 34%, avec en fait, des disparités extrêmement fortes en fonction de nos typologies de clients. Aujourd'hui, le bio est chez nous. Ce sont surtout dans le secteur éducation qu'on a les taux de produits bio les plus importants. Au niveau de nos typologies d'achat, aujourd'hui, les premiers produits bio qu'on achète, ce sont les fruits et légumes frais. Ensuite, les produits laitiers. Et enfin, les produits à base de céréales. Par exemple, les pâtes bio. Le deuxième enseignement aussi, quand on a fait ce diagnostic, c'est que dans l'ensemble en fait de nos achats, Florent tout à l'heure vous expliquait qu'on était une entreprise qui a été créée en 1966 et on a toujours, et c'est encore notre présidente, c'est la fille du fondateur, on a toujours gardé cette image de partenariat long terme et cette approche long terme avec nos fournisseurs. Également dans les produits bio, on avait des partenariats solides
avec des fournisseurs. Alors, quelques fournisseurs des 510 fournisseurs de la FEF, donc notamment Tribala, également des distributeurs spécialisés en bio, que ce soit au niveau national, mais également au niveau local. Dans les régions, on a des partenariats de long terme avec différents partenaires, donc par exemple sur l'Île-de-France avec la SICOP Bio. On a également, donc dans ce travail, on a initié donc un travail sur chaque acheteur, en fait, sur chaque catégorie de produits. Florent vous expliquait tout à l'heure qu'au niveau des achats nationaux, on organisait par catégorie de produits, en catégorie de management, avec des experts de chaque catégorie. On a fait ce travail-là catégorie par catégorie pour voir quels étaient l'état des filières, quelles étaient les gammes de produits que nous avions actuellement en bio ou en signe officiel de qualité, ou éventuellement là où on avait des choses à développer. Alors, ensuite, on a mis en place... Oui, merci, je vais prendre... On a mis en place des groupes de travail au sein des différents départements de Sodexo. Alors, notamment la plateforme restauration, qui élabore tous les menus pour l'ensemble des sites en France, et également avec chaque segment d'activité, de manière à avoir une compréhension plus fine des besoins et attentes de nos clients, de nos convives, de manière à pouvoir identifier si notre offre actuelle correspondait bien à leurs besoins et attentes ou si justement il fallait qu'on travaille d'autres catégories. Ça nous a permis également d'identifier des marqueurs d'offres. Je vais vous prendre un exemple. Dans les résidences pour personnes âgées, ils consomment peu de bio, mais par contre, ils sont très attachés à la qualité des produits de terroir, aux produits locaux et aux produits GP de label. Et donc, on a lancé au 1er novembre 2020 les œufs coquilles 100% label rouge de l'OE sur l'ensemble des établissements français. On a aussi beaucoup travaillé sur l'ajustement de nos systèmes d'information de manière à pouvoir capter en fait les performances justement de chaque produit sous signe officiel de qualité. Donc ça nous a amené à créer par exemple des codes RUP pour la banane des Antilles, etc., ou HVE, ou conversion bio. Donc on a adapté nos systèmes d'information de manière à pouvoir être prêts. Et on a également mis en place des outils de reporting pour pouvoir également être prêts pour pouvoir faire les reportings qui concernent Egalim. Une fois qu'on avait fait ce travail, donc on avait une meilleure vision d'une part une situation des filières et de notre existant, également des besoins et attentes de nos clients. On s'est renseigné aussi auprès des interprofessions, d'une part pour voir qu'est-ce qui a été mis en place au niveau de chaque interprofession avec les producteurs pour voir si les filières, effectivement, quel type de filière était montée. Donc par exemple avec Interfel, ils ont confirmé que beaucoup de producteurs étaient en train d'évoluer vers le HVE. On s'est également, avec notre syndicat, le SNRC, rapproché de lui parce que, bien sûr, la loi Egalim a un coût. Alors même si on va améliorer et réduire le gaspillage alimentaire, pouvoir répondre avec 50% de produits sous signe officiel de qualité a un coût important. Et il était important aussi que l'on s'aligne auprès de toute la restauration collective pour avoir un discours harmonisé et réaliste vis-à-vis de nos clients. On a estimé aujourd'hui que le surcoût pour avoir un menu répondant à Egalim au niveau des produits alimentaires était de 20%, sachant qu'il y a bien sûr tout dépend de quelle base de départ on part. Si vous êtes en éducation, vous êtes déjà à 15% de produits bio, répondre à Egalim vous coûtera moins que 20%. Si par contre, aujourd'hui, c'était plutôt des produits locaux qui vous intéressaient, c'était plutôt ça sur lequel vous investissiez, le gap pour aller à Egalim peut être plus important que 20%. Mais en tout cas, ça donnait quand même une idée du budget supplémentaire que devaient allouer nos clients pour pouvoir répondre à la loi.
Et enfin, on a mis à jour notre stratégie globale pour une restauration durable. Il faut savoir que nous, quand la loi et les décrets sont apparus, on a vraiment pris la loi Egalim comme une opportunité pour justement développer nos achats de produits responsables et de qualité. On l'a pris vraiment comme une opportunité et on pense qu'effectivement, cela va dans le bon sens. Donc, on a intégré en fait dans notre stratégie, et on en parlera un peu plus dans le détail tout à l'heure, d'une restauration durable. On a intégré les différents éléments législatifs de la loi dans notre stratégie. Également, on a intégré le besoin en fait de pouvoir répondre vraiment sur mesure à nos clients aussi sur cette loi. C'est-à-dire que effectivement, je vais vous prendre un exemple. Notre plus grosse cuisine centrale à Marseille, on fait 50 000 repas par jour. Ils nous ont dit non, moi c'est pas bio, c'est Bio France. Et donc on ne fait que du Bio France. Donc l'idée c'est aussi de construire nos filières et nous préparer de manière à pouvoir répondre de manière spécifique aux attentes de nos clients. Et enfin, de pouvoir toujours affirmer nos valeurs, notre ancrage territorial et notre ambition. On a pris la loi de manière très positive. On s'est dit aussi, nous on travaille avec nos fournisseurs en moyenne sur plus de 10 ans et depuis toujours. C'est notre ADN, c'est notre approche. Il est hors de question de laisser tomber un partenaire avec qui on travaille depuis 15 ans parce qu'il n'est pas sous signe officiel de qualité. Donc il faut qu'on l'accompagne, il faut qu'on mette en place des mesures pour que demain, il puisse être encore notre fournisseur sur de longues années, mais qui nous permettent également de répondre à nos enjeux par rapport à la loi Egalim, parce que nos clients nous le demandent. Et donc demain, c'est co-construire ensemble. Et donc on a mis en place, je vous citerai tout à l'heure quelques exemples, par exemple des contrats tripartites, où on s'engage auprès des producteurs en lui donnant de la visibilité et une garantie sur l'écoulement des volumes, un engagement sur le prix. Ça lui donne de la visibilité et lui, de son côté, il s'engage dans des démarches CE2 ou HVE qui vont nous permettre, ou bio, qui vont nous permettre en fait de répondre aussi à la loi Egalim. Alors, on a figuré, on va dire, notre démarche de restauration durable par une roue avec 6 piliers. Le premier pilier, c'est consolider des filières responsables. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la construction de ces filières, justement, de signes officiels de qualité. Ça rentre dans ce pavé-là. Il y avait également, vis-à-vis de tout l'ensemble de nos fournisseurs, on a par exemple une charte sur le bien-être animal. Ça rentre aussi dans Egalim, et donc on a réaffirmé ça. On a mis en place aussi toutes nos process d'achat responsable. Pour vous prendre un autre exemple, sur notre filière produits de la mer, on a élaboré tous nos cahiers des charges avec le WWF. On s'interdit au niveau mondial de Sodexo de commercialiser 15 espèces parce qu'elles sont menacées. On favorise la diversité, etc. Donc en fait, là aussi, catégorie par catégorie, on va avoir cette approche durable et responsable. Et au niveau mondial, on prend des engagements également au niveau mondial. Par exemple, sur le bien-être animal, on a interdit tous les œufs de standard issus de poules en cage d'ici 2025. Mais on accélère. On était les premiers à l'annoncer en 2016. Et là, déjà, d'ici la fin de l'année, on aura nos 3 principaux segments qui sont passés 100% plein air Origine France sur les œufs. Les achats de proximité, je vais peut-être te laisser la main, Florent. Alors, les achats de proximité, oui, parce que c'est maintenant mon domaine. Effectivement, pour nos restaurants, aujourd'hui, une restauration durable, beaucoup de nos clients, en fait, nous poussent à acheter localement des produits de proximité. Donc, ça fait depuis longtemps qu'on est dans cette démarche-là. On essaie de la structurer, parce que local ne veut pas dire
vraiment de partir, de quitter de nos ADN. Donc l'idée, c'est de pouvoir acheter localement des produits tout en respectant tous nos critères, nos cahiers des charges et nos exigences. Et c'est aussi pour ça que je suis arrivé pour former les équipes sur le terrain. Donc effectivement, l'idée, ça a été de pouvoir travailler un maximum avec tous nos fournisseurs aujourd'hui, avec qui on était déjà partenaires, parce qu'ils sont tous, comme on achète beaucoup français, ils sont tous ancrés dans des territoires. Et donc déjà, acheter localement, c'était déjà se rapprocher d'eux, de faire valoir avec eux des gammes régionales, des gammes de terroirs qu'ils pouvaient avoir, puisqu'aussi la notion de local peut avoir d'abord, elle n'est pas définie officiellement, contrairement au label. Chaque client aujourd'hui a son approche, donc c'est une vraie discussion de gré à gré avec chaque client qui ont des ambitions différentes, ne serait-ce que sur le kilométrage, des clients qui veulent 200, 300 km, la région, et vous avez des clients aujourd'hui qui vont descendre au département, au canton. C'est un sujet qui est très ancien, je l'ai toujours connu chez Sodexo, avec des hauts et des bas, le local. Il a été pour des raisons politiques, il a été pour des raisons aujourd'hui d'emploi. Il est pour des raisons de producteurs, de viviers. Donc, chaque client a son approche différente. Donc, on a beaucoup d'abord répondu au cas par cas. Et aujourd'hui, c'est une démarche qu'on a voulu structurer, être proactif et être en conseil avec nos clients pour leur faire monter avec eux des filières et faire des produits locaux qui étaient responsables. Voilà. Parce que des clients, des fois, il y a souvent une méconnaissance sur le terrain de la restauration collective. On est souvent identifié comme des cuisines centrales avec des très gros volumes et ça fait peur à des producteurs locaux. Bon, on a seulement 60 cuisines centrales pour 7000 points clients. Donc, notre métier, ce n'est pas que des cuisines centrales. Et donc, ça, c'est très important parce que dans les produits locaux aussi, il y avait une notion de logistique. Voilà. Les cuisines centrales pouvaient avoir accès à des producteurs locaux qui disaient voilà, je peux livrer votre cuisine centrale. Mais ensuite, il fallait pouvoir avoir accès à tous les autres restaurants. Et à ce moment-là, le producteur local, ce n'est pas son métier de livrer des maisons de retraite, des petits sites entreprises qui achètent des petits conditionnements ou des petits volumes. Et donc c'est là que notre rôle, c'est effectivement de raisonner avec eux comment on peut donner une accessibilité à leurs produits sur toute une région par nos partenaires distributeurs. Voilà. L'idée, c'est de construire une offre qui soit durable et pérenne. On est souvent sur des contrats de 3-4 ans avec nos clients. Et l'objectif, effectivement, c'était de faire quelque chose qui est viable. Et notamment, les cuisines centrales, aujourd'hui, c'est des à-coups, ce qui n'est pas toujours souhaitable pour des producteurs. Et donc, c'est de travailler avec eux en co-construction sur des offres, leur donner plus de visibilité sur une année, sur 2 ans, sur les sorties. C'est aussi dire avec nos clients que c'est plus un menu, ensuite on trouve des produits. C'est aussi construire des menus avec eux en fonction des produits qui seront disponibles. Et en fait, une notion aussi importante du local, c'est le sujet de la saisonnalité des produits de saison. Parce que quand on a commencé à reparler local avec nos fournisseurs, il a fallu commencer à leur expliquer que s'ils veulent des taux importants de local, il y a certaines périodes de l'année, on ne mettra pas de tomates, ou certaines périodes de l'année, on ne mettra pas tel et tel produit. Et donc, c'est toute une mentalité qu'il a fallu les accompagner sur des fois des gammes plus courtes, des produits moins élaborés. Voilà, c'est tout un travail de complicité qu'il y a eu avec eux. Et ceci, qui s'est très fort développé ces 5 dernières années, est arrivé dans un cadre législatif de la loi Egalim où officiellement le local n'est pas présent et ne correspond pas. Et donc aujourd'hui, on est un petit peu dans une période quand même, il ne faut pas le cacher, attentiste, où on attend aussi la réaction de tous nos clients, notamment des clients qui ont fait du local quelque chose de très puissant ces dernières années, et donc ils vont devoir aujourd'hui faire des choix entre, effectivement, pour respecter la loi, un arbitrage entre le local et le bio, et on les accompagne là-dessus, et c'est vrai que c'est pas évident, mais en tout cas, pour nous, c'est les achats de proximité, c'est un pilier très fort d'une restauration durable. Alors, la deuxième chose, c'était également de favoriser les achats inclusifs. On fait partie du collectif des 35. C'est Emmanuel Macron avait convoqué en fin 2018 en fait les 35 grands groupes français qui emploient énormément de monde dans les territoires pour leur demander des actions fortes
D'une part, en faveur, donc il y a eu 3 groupes de travail qui ont été mis en place. Le premier en faveur de l'emploi, donc avec des mesures sur l'apprentissage et la formation. La deuxième chose sur la mise en place de biens et services en faveur des personnes en difficulté. Et le troisième, c'était de favoriser les achats inclusifs. Et c'est notre directeur général qui a pris le pilotage de ce groupe de travail, également avec Sophie Boissard, la PDG du groupe Corian. Et on a travaillé en fait avec ce collectif des 35 entreprises pour déjà définir ce qu'on appelait un achat inclusif et se dire, en fait, on a un rôle à jouer social et sociétal. On a un rôle vis-à-vis des personnes éloignées de l'emploi. Tout à l'heure, je vous en parlerai un peu plus dans le détail. Mais en tout cas, depuis, historiquement, on travaillait avec des partenaires qui étaient inclusifs. Et on souhaite aujourd'hui vraiment développer et favoriser ces achats. Alors, on inclut également dans ces achats, donc tous les achats des TPE, PME. On inclut tous les achats qui favorisent la diversité. Donc, également dans les zones de revitalisation des territoires ou dans les quartiers prioritaires des villes. Donc, et l'économie solidaire et sociale. Donc, on a quatre axes de développement où on va donner priorité également à ces achats, et je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Après, pour la restauration durable, on a aussi mis en place un pilier avec nos collègues qui font les menus sur l'alimentation et diversifiée. Et derrière, c'est tout notre programme de réintroduction de la protéine végétale. Tout aussi les menus végétariens qui se mettent en place en expérimentation et en éducation, qui se développent aussi dans le métier de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, c'est tout un tas de travail qu'on est en train de faire là-dessus sur effectivement le retravail. Alors j'ai été pendant 12 ans l'acheteur du Paul Carnet, voilà. Donc pour l'anecdote, mais tout un travail aujourd'hui sur l'équilibre entre la protéine animale, la protéine végétale, c'est une attente très forte du marché. Et du coup, on a des axes de développement aujourd'hui en région pour implanter des filières de légumineuses, puisqu'on se rendait compte qu'aujourd'hui, une partie des légumineuses sur le marché pouvait être importée. Et donc, notre objectif, effectivement, on s'est inscrit dans des consortiums régionaux de réflexion sur la réimplantation de filières régionales sur des protéines végétales. Voilà, on a des par exemple une association comme Lego dans l'Ouest, mais on travaille avec toutes celles qui sont en train de monter région par région, où il y a des gens de l'amont, il y a des distributeurs, il y a des gens de la recherche, pour remettre en place des filières légumineuses partout en France. Et ça, c'est très important dans tout notre programme aujourd'hui d'équilibre alimentaire, puisque le menu végétarien aujourd'hui, ce n'est pas enlever la viande et mettre des légumes, mais c'est vraiment un menu équilibré à partir de protéines végétales. Et donc, dans tout l'axe de l'économie bas carbone, effectivement, cet axe de protéines végétales, pour nous, était un pilier important de notre restauration durable. Après, 2 autres axes que l'on mène aussi avec d'autres parties prenantes en interne de l'entreprise. D'abord, l'économie circulaire. L'économie circulaire, aujourd'hui, on a des segments de marché, notamment dans l'entreprise, qui nous poussent beaucoup sur ce point-là dans les clients. C'est notamment tout ce qui est réduction du plastique. Voilà, donc on a aujourd'hui des contraintes légales où on y travaille, comme les barquettes en cuisine centrale. Mais aujourd'hui, des clients nous poussent déjà à proposer des offres sans plastique. Et aujourd'hui, c'est un vrai défi. Alors, on est revenu en arrière pendant le Covid parce qu'on venait d'enlever tout le plastique et puis tout le monde voulait remettre du plastique dans les selfs du jetable. Donc, il y a eu une période un peu de transition. Mais aujourd'hui, c'est aussi un vrai défi dans le métier de l'entreprise parce qu'on a une mutation du mode de restauration. Ça, je n'en ai pas du tout parlé, mais avec de la vente emportée. Et donc, effectivement, on passe de self, où on était en vaisselle, à de la vente emportée. Donc, il y a toute une réflexion avec tous nos clients sur tous les nouveaux modes de contenants et de plastique. Donc, il y a un vrai enjeu sur l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est pas que le plastique. C'est aussi retraiter les déchets, le gaspillage alimentaire, on y met dedans. Donc, on a des actions sur le gaspillage alimentaire puisqu'on a
lancé un programme qui s'appelle Waste Watch, où chacun de nos restaurants aujourd'hui pèse ce qu'il produit, pèse en fin de service ce qu'il jette. Et donc, du coup, on a un programme qu'on partage avec les clients de réduction du gaspillage alimentaire, quelque chose d'incitatif où on partage les bénéfices avec nos clients aussi pour que nos clients prennent conscience de l'intérêt de gaspiller moins. Et donc, ça a toute une réflexion avec certains clients qui aujourd'hui commencent à le comprendre. Parce que, par exemple, en restaurant entreprise, quand vous avez un self, vous avez des clients qui voulaient que 100% des stands soient ouverts jusqu'à 14 heures. Ça, aujourd'hui, ça génère beaucoup de déchets, parce que lorsque vous avez à peu près 1000 couverts par jour, mais que vous ne connaissez pas, et que vous avez 7-8 stands, pour être ouvert sur les 7-8 stands jusqu'à la fin du service à 14 heures, forcément que vous produisez un nombre de repas beaucoup plus important. Et donc, c'est tout un travail aussi avec nos clients de dire, à un moment donné, voilà, si on n'a pas de prévision, on peut produire moins pour gaspiller moins, ou inventer avec eux des méthodes pour ceux qui restent en fin de service, pouvoir le reproposer à la vente à la maison. Enfin, tout un sujet de dire, on ne peut pas être acteur seul, on est chez nos clients, il faut qu'on partage avec ces problématiques, qu'elles soient gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de clients il y a un vrai virage et des clients qui viennent vers là. Et je peux vous dire que le Covid a été un vrai accélérateur de beaucoup de piliers. Dans les achats locaux, par exemple, c'était vraiment quelque chose qui était très développé en collectivité territoriale, c'est-à-dire avec les mairies, avec ce type de clients qui sont vraiment très, très soucieux de l'emploi dans leur région. C'était beaucoup plus difficile pour des hôpitaux, des cliniques ou pour des entreprises qui étaient recentrées sur elles. Et avec le Covid, effectivement, beaucoup de gens ont pris conscience des filières d'approvisionnement, des chaînes d'approvisionnement et nous ont attendus pour des solutions. Et donc gaspillage alimentaire et aussi traitement des déchets, puisqu'une nouvelle loi s'applique avec nous, on doit retraiter tous les déchets alimentaires. Donc effectivement, tout ce type de loi aujourd'hui nous incite à être proactifs et de proposer des solutions à nos clients, et ça correspond bien à notre positionnement de qualité de vie et de service aux entreprises. Et enfin, un dernier pilier qui est venu se rajouter, c'est l'impact carbone. Aujourd'hui, beaucoup de clients nous demandent aussi l'impact carbone, le côté nutritionnel de nos menus et tout ça. Et le groupe a pris une position sur le carbone à un horizon proche de baisser de 34% ses émissions de carbone au niveau mondial. Donc, on est en train de diagnostiquer aujourd'hui les différentes sources des impacts de Sodexo sur le carbone pour pouvoir trouver des leviers. Et ça fait le lien avec le pilier de l'alimentation et de l'alimentation diversifiée, parce qu'on sait que, par exemple, la protéine animale est aujourd'hui génère beaucoup de carbone, et que du coup, on pense au carbone, on pense aux logistiques, mais en fait, nous, on réfléchit à toute la chaîne de carbone. Et par exemple, le gaspillage alimentaire est aussi un levier de réduction de carbone, parce que les meilleurs déchets, c'est vraiment ceux qu'on ne produit pas. Voilà. Merci Florent. Et donc vous l'avez compris, on a intégré la démarche Egalim dans notre stratégie globale d'une restauration durable. Et l'objectif que l'on a, c'est d'aller plus loin. Et je vais vous parler, par exemple, sur l'engagement qu'on a pris, notamment au niveau des achats inclusifs. Comme je vous disais tout à l'heure, on a l'ambition, et parce que ça fait du sens aussi par rapport à nos valeurs, de pouvoir accompagner toutes ces personnes aux structures éloignées de l'emploi ou plutôt fragiles. Donc on a mis en place une organisation au sein de notre organisation, déjà en nommant un membre du COMEX en charge et pilote des achats inclusifs. Et également, on a monté un programme qui s'appelle Impact Plus, qui est un programme d'accompagnement spécifique. On a ciblé l'année dernière 14 entreprises en France, diverses. Parfois c'était des TPE-PME, parfois c'était des ESAT, parfois c'était des entreprises solidaires et sociales, parfois des IE pour l'insertion professionnelle. On va mesurer nos résultats et le développement de notre business avec eux par AndyShare, qui est également une entreprise inclusive et donc avec qui on partage nos données et donc qui va mesurer de manière externe, indépendante, les développements que l'on a pu avoir avec ces entreprises. Et de manière très concrète,
ces partenariats, et on va concilier en fait la réponse à Egalim, mais en allant plus loin et en donnant du sens, encore plus de sens auprès de nos producteurs. C'est notre ambition. Je vais vous prendre un exemple de Pain et Partage. Pain et Partage, c'est un de nos partenaires depuis 17 ans à Marseille. C'est une boulangerie avec une mission pour l'insertion économique des personnes éloignées de l'emploi. On travaille depuis 17 ans avec eux. Les premières années, donc, on leur achetait du pain pour les 320 écoles de Marseille. En 2010, Marseille nous a demandé de passer en qualité biologique, donc on les a accompagnés. Ils ont organisé, et donc localement, comment ça se traduit? Ils ont converti 70 hectares de blé en bio. Aujourd'hui, donc, ils travaillent avec 140 hectares de blé locaux pour faire les pains de la ville de Marseille. On leur achète un peu plus de 2 millions de petits pains bio et on est passé, donc c'est du blé bio local, et on est passé récemment, il y a 2 ans, sur des petits pains semi-complets pour aussi avoir cette approche nutritionnelle auprès des enfants et toujours avec eux. Et là, on les accompagne sur des projets de développement sur Paris ou sur Bordeaux. On travaille avec eux sur Bordeaux depuis 2 ans. On a mis en place également un exemple très récent, parce que ça va arriver dans quelques semaines chez nous. Avec la SICOP Bio, on a signé avec leurs producteurs la réintroduction de blé dur bio en Île-de-France. Et donc là, on va lancer en exclusivité le premier couscous bio Île-de-France. Vous voyez là, qui devrait arriver d'ici une quinzaine de jours. Avec pour justement nourrir notamment les enfants des écoles, des crèches de Paris. On a d'autres actions. Un de nos partenaires, c'est également Jardin de Solène. Florent, tout à l'heure, vous parlait de Westwatch, l'initiative que l'on a sur l'anti-gaspillage sur site. On a aussi l'objectif de développer l'anti-gaspillage amont auprès des producteurs. Donc, Jardin de Solène, ils sont situés à côté de Carpentras. Et justement, ils récupèrent les produits moches, entre guillemets, difformes, mais qui sont tout à fait sains nutritionnellement. Donc, on va travailler avec eux pour justement pouvoir utiliser ça et donner aussi une rémunération aux producteurs sur ces produits-là, ce qui est très important dans l'approche aussi pour la pérennité des exploitations. Et enfin, on a mis en place un partenariat avec la Croix-Rouge Insertion pour distribuer des fruits et légumes locaux sur l'Île-de-France. Et on va travailler avec eux. On vient d'implanter, c'est une première, dans un quartier prioritaire de la ville, donc à Clichy, à Paris, une première légumerie d'insertion où on va embaucher uniquement des personnes de Clichy-sous-Bois. Au premier étage, on fera également une crèche pour les enfants des mères célibataires de la ville et des programmes de formation aussi sur l'alimentation à partir des produits bruts. Et on va travailler donc pour mettre en place des parcours d'insertion avec une légumerie située dans un quartier prioritaire de la ville. Et donc tout ça, voilà, dans une approche durable, responsable, et en essayant de concilier notre ambition d'aller plus loin et également de pouvoir répondre bien sûr aux exigences de la loi. Enfin, je vous remercie. Je ne sais pas si on va se laisser peut-être Olivier un temps pour poser quelques questions. Oui, si vous avez quelques questions à poser à Jean-Philippe et Florent. Moi, j'en ai une tout à l'heure. On évoquait donc les fournisseurs locaux, régionaux, je veux dire nationaux. Aujourd'hui, comment concrètement une entreprise qui serait dans la salle, qui se dit tiens, moi j'ai des produits qui pourraient être intéressants pour Sodexo. Quelle est la clé d'entrée? Comment on fait pour entrer en contact avec Sodexo? C'est un peu gros, quoi. C'est un peu un mastodonte. Comment on fait concrètement pour Alors, on peut rentrer en contact aussi par l'intermédiaire de la FEF. Si ça, c'est bien noté. Hein. Carole, effectivement, quand on travaille avec les adhérents de la FEF, on est en contact avec eux. On a mis en place des groupes de travail, justement pour faciliter l'accès. Tout dépend. On a soit la possibilité de rentrer en contact localement auprès de responsables régionaux d'achat, donc dans l'équipe de Florent, soit au niveau national, si l'objectif c'est de développer les gammes au niveau national, auprès de nos équipes au niveau des achats nationaux de Sodexo en France.
D'accord. Tout à l'heure, on parlait longuement, et c'est vraiment le sujet d'actualité sur la loi Egalim, en termes de mise en place d'outils de reporting. Est-ce que là, vous pouvez creuser un peu? Alors, excuse-moi, tu veux prendre la main, Florent, parce que c'est ton équipe notamment qui a développé ça, donc on peut. Oui, alors effectivement, un des leviers, enfin, un des exigences aussi de la loi Egalim, c'est de faire de l'affichage client, de l'affichage consommateur, et d'être capable de reporter tous les ans de donner une visibilité à chaque client de la part des achats, bio, label rouge et tout ça, pour qu'ils puissent se justifier de la loi. Voilà, ils doivent inscrire ça dans un portail. Et donc ça a nécessité chez nous de gros investissements informatiques pour pouvoir récupérer restaurant par restaurant sur un an l'ensemble de nos achats par restaurant, par produit, par référence et surtout par, je dirais, par signe de qualité. Voilà. Donc, ce qui est assez normé sur de l'épicerie ou sur d'autres, puisqu'on est tout en facturation EDI avec des produits labels ou bio, lorsqu'on commence à utiliser des fournisseurs locaux, quand on utilise des fruits et légumes, voilà, toutes ces notions aujourd'hui de facturation et d'origine sont complexes. Donc, on travaille avec eux pour avoir des systèmes de transcodification, pour pouvoir avoir encore plus de data et pouvoir, client par client aujourd'hui, donner des photographies de tout ce qu'on achète et qui puisse reporter et être conforme à la loi. Voilà. Mais ça a été aussi, et souvent c'est des sujets importants de l'IT, hein, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de dossiers qui arrivent en parallèle, il y a la loi ENCO, il y a l'affichage nutritionnel des produits dans nos restaurants. Voilà, donc on est en train aussi de travailler avec des partenaires comme Agenda 3000 pour pouvoir avoir des plateformes et avoir accès à toutes leurs fiches techniques pour pouvoir informer nos clients, parce qu'on fait des menus, il faut calculer les valeurs nutritionnelles des clients. Et aujourd'hui aussi, on a aussi beaucoup de contrôle sur nos affichages menus, nos affichages restaurants. Et ça, c'est voilà, je sais qu'on a très grande vigilance sur les opérations et sur les restaurants pour que tout ce qui est affiché en avance et annoncé aux parents d'élèves soit maintenu. Et donc, dans ces périodes de croissance du bio et du label rouge aussi, c'est pour ça qu'on se structure pour avoir de la disponibilité produit. Parce que si jamais on ne reçoit pas le produit bio et qu'on est en rupture, effectivement, comme on a affiché aujourd'hui dans des sites internet des parents, sur des applis, sur des écoles, les menus, aujourd'hui on est soumis à des grosses pénalités. Donc c'est pour ça que c'est un très gros travail de data, de pouvoir aujourd'hui, lorsqu'on a un incident de production sur un produit local et qu'on a annoncé un produit local et qu'il y a un problème de récolte, lorsqu'on fait une inversion de menu, avoir aujourd'hui la facilité pour une mairie d'annoncer ça à la mairie, de faire changer ça dans toutes les écoles, dans les applis des parents d'élèves et tout ça, parce que voilà, quelque chose qui était anodin il y a quelques années encore en arrière, aujourd'hui on est très très contrôlé. Pendant le Covid, on a suivi un contrôle détaillé de tout notre site internet sur toutes les allégations et tout ça. Donc voilà, c'est des sujets importants et tout ça derrière est sur la data. Voilà, tout ça est sur la data. Notre chef de restaurant, voilà, on peut pas demander. Il faut savoir que nos équipes aujourd'hui, il y a de tout. On a des patrons de cuisine centrale comme Marseille ou autres qui gèrent 50, 60 000 couverts par jour. Voilà, qui sont vraiment des mini directeurs de patrons d'usine, des mini, je dirais, directeurs d'entreprise. Et puis on a des cuisinants, des chefs restaurants cuisinants qui sont dans une maison de retraite de 10-15 couverts. Donc le seul métier, c'est la cuisine. Donc pas toujours à l'aise avec toutes ces notions d'affichage et tout ça. Donc on est obligé de leur apporter une expertise là-dessus pour que tout soit automatique et qu'il n'ait pas à compiler des stats et tout ça. Mais ça a aussi un gros travail avec nos fournisseurs, hein, puisque pour pouvoir avoir des stats et les fournir à nos clients, il a fallu aussi que tous nos fournisseurs montent en compétence dans leur renseignement de leur base de données et tout ça. Est-ce que vous avez une question, une remarque, un point à éclaircir? Profitez-en, n'hésitez pas. Ah non. Ce serait quoi, en fait, les attentes que vous auriez par rapport à une PME qui aujourd'hui ne travaille pas du tout avec vous, qui travaille, parce qu'on a la FF, et la FF travaille quand même beaucoup sur le retail, parfois pas, je veux dire, câblé de la même façon. Et déjà, ce serait quoi les attentes et qu'est-ce que vous ne souhaiteriez pas qu'on propose Comme produit. Ouais. Comme façon de type de conditionnement, tout ça,
chose. Voilà. Alors, c'est vrai que déjà pour ça, je pense que c'est très important d'avoir mis la section RHF au niveau de la FEF, parce que moi j'ai intervenu il y a 7-8 ans à la FEF et c'était encore dans la section GMS. D'avoir déjà des gens spécialisés de la RHF, c'est important. Moi, on était venu l'année dernière au mois de septembre à la convention RHF pour présenter l'entreprise et faire du speed dating derrière et rencontrer des entreprises. Donc c'est important pour se reconnaître. On a décidé d'aller plus loin et donc du coup on a créé avec Carole un GT, un groupe de travail dans lequel je suis le monsieur PME de Sodexo et donc je préside ce groupe de travail et avec un adhérent de la FEF qui est Pascal Bénard Tribala qui est le président de ce groupe de travail et donc qui réunit une trentaine de PME de la FEF. On se voit tous les 2-3 mois pour justement mettre en place en fait et dans ces trentaines et comment la plupart ne travaillent pas avec nous. L'objectif c'est vraiment que nous et eux on réfléchisse comment nous on peut aller plus vers les PME et comment ces PME là qui sont souvent pas du tout dans le métier de la restauration collective puissent avoir accès à des structures comme nous qui sont pas toujours vues de l'extérieur évidentes à connaître l'organisation, la partie logistique. On se rend compte que souvent même notre métier n'est pas connu, on n'en connaît qu'une image et on n'en connaît pas le fonctionnement. Donc voilà, l'idée c'est ce groupe de travail aujourd'hui, c'est pas directement de faire du business avec ces 30 PME, c'est plutôt de construire une feuille de route, à la fois d'avoir leur regard, pour ceux qui ont essayé de travailler avec nous, qu'est-ce qui est difficile pour une PME de travailler avec nous sur l'approche, parce qu'on ne sait pas vers qui aller, sur l'approche logistique et tout ça. Et voilà, les principales conclusions là qu'on en tire, parce qu'on est à la moitié de l'année sur ce sujet-là, c'est effectivement, après, il y a la notion de produit. Donc aujourd'hui, souvent les PME sont sur 1 ou 2 produits, donc c'est comment on a accès à nous. Voilà, donc c'est effectivement leur expliquer la relation tripartite qu'on peut avoir avec des distributeurs, des gens comme Pomona, des gens comme ProApro, des gens comme Cercle Vert, qui sont des distributeurs de notre métier. Voilà. Et effectivement, les gens de la GMS, souvent, viennent voir la GMS et pensent à un produit. Voilà. Mais nous, aujourd'hui, moi, en tant qu'acheteur, je vais sur les salons comme en bas, on voit de super produits. Mais la difficulté pour nous, souvent, c'est de comment faire arriver ce produit dans 4000 points avec des maisons de retraite qui l'achètent par 5 kilos, par exemple. Voilà. Donc, effectivement, souvent, on se rend compte qu'une des barrières des PME qui ne connaissent pas le métier de la restauration, c'est ce côté logistique. D'accord. Et le deuxième intérêt, par contre, c'est souvent les gens qui travaillent en hors foyer ne sont qu'avec des grossistes. Voilà. Et le fait d'avoir des échanges avec nous, si même après on passe par des grossistes, c'est de pouvoir avoir une discussion sur le produit, sur l'utilisation finale et sur la découverte de nos métiers. Après, juste pour votre question sur le retail, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça nous intéresse aussi beaucoup parce que avec l'évolution et notamment le télétravail en entreprise, on est en train aussi de réfléchir à tout ce qui peut nous permettre aussi toutes les autres occasions au sein de la journée d'une personne en entreprise de consommation. Et donc, on travaille beaucoup aussi sur les offres retail de développement des produits. Voilà. Donc, c'est en termes de gamme de produits. Alors bien sûr, tout à l'heure, on vous parlait de nos exigences en termes de qualité, de traçabilité, de sécurité alimentaire, bon, bien sûr. Mais après, au niveau du type d'offre, les produits qui sont destinés au retail peuvent aussi nous intéresser.